Donc bonjour à tous. Donc tout d'abord, je voulais remercier la filière Oscar, notamment donc Valérie, Jean-Pierre de m'avoir invité. Donc moi, je m'appelle Thomas Edouard, je suis MCPH dans l'unité d'endocrinologie, maladies osseuses et génétiques de l'hôpital des enfants de Toulouse. Donc nous sommes attachés à la filière Oscar en tant que centre constitutif des maladies rares du calcium et du phosphore et centre de compétences des maladies osseuses constitutionnelles, donc sous la direction de Jean-Pierre. Je suis également chercheur dans son unité INSERM, dont les thématiques principales sont les mécanismes moléculaires de la croissance, de l'ostéogenèse et de l'ostéolyse. Donc, je vais vous présenter un de mes sujets de recherche qui concerne la dysrégulation de la voie RAS-MAP-kinase, donc dans une maladie génétique rare qu'on appelle le syndrome de Noonan. Et je vais essentiellement vous parler ce matin de plaques de croissance. Donc rapidement, le syndrome de Noonan, qui n'est pas une maladie osseuse constitutionnelle en tant que telle, c'est une maladie génétique rare qui a été décrite il y a plus de 50 ans par une cardiopédiatre, Jacqueline Noonan. Donc c'est une maladie rare relativement fréquente puisqu'elle affecte une personne sur 2000 à 2500. Elle est de transmission autosomique dominante et dans 2/3 des cas d'apparition sporadique. Donc elle associe une triade caractéristique, d'une part une dysmorphie, donc des anomalies crânio-faciales caractéristiques, une cardiopathie présente chez 80% des enfants, essentiellement des sténoses valvulaires pulmonaires et plus rarement des cardiomyopathies hypertrophiques, un retard statural, donc présent chez 80% des patients, associé à des anomalies squelettiques, donc à la fois orthopédiques, pectus, scoliose et des diminutions de la masse osseuse. À côté de cette triade caractéristique, il y a d'autres atteintes, notamment un retard des apprentissages, habituellement modéré, et une prédisposition tumorale, avec un type particulier de leucémie qu'on appelle les leucémies myélomonocytaires juvéniles. Suite à la description du syndrome de Noonan, il y a 50 ans, les cliniciens ont décrit d'autres syndromes phénotypiquement très proches. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, ces syndromes associent la triade classique du syndrome de Noonan avec certains syndromes des anomalies cutanées et des phanéres très importantes, comme le syndrome cardio-facio-cutané, des cardiomyopathies hypertrophiques, des retards mentaux sévères et des prédispositions tumorales, comme dans le syndrome Costello, ou d'autres atteintes cutanées, des lentigines dans le syndrome de Noonan avec lentigine multiple, et des neurofibromes dans des neurofibromatoses de type 1. Donc pendant longtemps, les cliniciens se sont posé la question s'il s'agissait de l'expression variable d'une même maladie ou de maladies génétiquement différentes. Donc les recherches effectuées sur les 15 dernières années maintenant ont permis de répondre à cette question. Et pour cela, je vais vous parler de la voie de signalisation RAS-MAP-kinase. Donc comme vous le savez, les cellules interagissent entre elles par l'intermédiaire de signaux, que ce soit des facteurs de croissance, des hormones. Ces hormones, ces signaux se lient à des récepteurs membranaires, ce qui active des voies de signalisation, notamment la voie de signalisation RAS-MAP-kinase, qui va intervenir dans la régulation des gènes impliqués dans la prolifération et la différenciation cellulaire. Donc il y a toute une cascade d'événements dans cette voie de signalisation RAS-MAP-kinase. Pour ces molécules, il existe plusieurs isoformes. Il y a également des régulateurs négatifs de l'activation de cette voie et des régulateurs positifs, notamment, je vous parlerai après de la tyrosine phosphatase SHP2 qui est codée par le gène PTPN11. Donc depuis longtemps, des mutations acquises, somatiques de constituants de la voie RAS-MAP-kinase étaient connues dans de nombreuses pathologies tumorales, notamment des pathologies thyroïdiennes, digestives et aussi des leucémies myélomonocytaires juvéniles. En 2001, M. Tartaglia, l'équipe du professeur Tartaglia en Italie, a eu l'idée de voir si on retrouvait des mutations de la tyrosine phosphatase SHP2 dans le syndrome de Noonan. Et ça a été mis en évidence chez plus de la moitié des patients. Donc là, on n'est plus dans les mutations somatiques, comme dans les cancers, mais dans des mutations germinales. Et dans les années qui ont suivi, alors je crois que mon tableau n'est pas encore tout à fait à jour, mais on a retrouvé des anomalies de gènes codant différentes protéines de la même voie de signalisation dans le syndrome de Noonan et les syndromes apparentés. Donc il s'agit bien de maladies génétiquement différentes, impliquant des gènes différents, mais tous ces gènes codent des constituants de la même voie de signalisation. Donc tous ces syndromes sont aujourd'hui regroupés sous le terme de rasopathie. Donc globalement, les mutations retrouvées dans ces syndromes entraînent une hyperactivation de la voie RAS-MAP-kinase.
Donc ce qui n'était pas connu, c'est comment cette hyperactivation de la voie RAS-MAP kinase est responsable des différentes atteintes, notamment les cardiopathies et les atteintes staturales et de l'os. Donc dans notre équipe INSERM, nous avons eu l'idée de nous intéresser à la tyrosine phosphatase SHP2, puisqu'à l'époque, un chercheur était intéressé par l'aspect très fondamental de la tyrosine phosphatase SHP2. Et du coup, nous avons voulu voir les conséquences des mutants NUNAN de SHP2 sur cette voie de signalisation. Alors, SHP2 est impliqué au cours du développement, à la fois au niveau du développement embryonnaire, du développement cardiaque, du développement osseux, et différents modèles, notamment murins de mutants NUNAN, donc ce sont des mutants activateurs de la tyrosine phosphatase SHP2, ont montré que les mutants NUNAN de SHP2 étaient responsables des cardiopathies, étaient responsables des anomalies crânio-faciales, que ces anomalies étaient liées à une hyperactivation de la voie RAS-MAP kinase et, de manière intéressante, que des inhibiteurs de la voie RAS-MAP kinase corrigeaient les différentes anomalies, à la fois cardiaques et osseuses. Donc nous avons voulu nous intéresser dans notre équipe aux conséquences des mutants NUNAN de SHP2, donc sur le retard de croissance et les anomalies osseuses. Alors rapidement, lorsqu'on parle de croissance chez l'enfant, donc on parle de plaque de croissance, donc qui est située donc à l'extrémité des os longs. Et au niveau de cette plaque de croissance, donc on a que vous connaissez sans doute, le mécanisme d'ossification endochondrale. Donc au cours de ce mécanisme, donc on va avoir des chondrocytes de la zone germinative qui vont proliférer, donc et former des structures en colonne, se différencier, donc ils vont devenir hypertrophiques et synthétiser des protéines, notamment le collagène de type 10. Puis, cette zone cartilagineuse va être remplacée par de l'os. Donc, l'ossification endochondrale est régulée par de nombreux facteurs autocrines, paracrines, mais aussi endocriniens. Et l'axe hormone de croissance et son médiateur IGF-1 est fortement impliqué dans la régulation de cette ossification endochondrale. Donc, chez les patients NUNAN, donc on savait donc, par des études cliniques que les patients NUNAN ont habituellement des taux normaux ou élevés d'hormones de croissance et des taux bas d'IGF-1, ce qui est plutôt en faveur d'une résistance à l'hormone de croissance. Donc, nous avons voulu étudier ça dans un modèle murin, donc en collaboration avec une souris knock-in, donc en collaboration avec une équipe américaine. Nous avons phénotypé cette souris et mis en évidence que ces souris ont un retard de croissance postnatal en rapport avec une diminution des taux d'IGF-1. De manière intéressante, lorsqu'on traite de manière chronique ces souris avec un inhibiteur de la voie RAS-MAP kinase, donc on appelle le U0-126, on corrige le retard statural et on corrige également le taux d'IGF-1. Donc ce qui soulignait le rôle de l'axe hormone de croissance IGF-1 dans le retard de croissance de ces souris. À côté de ce rôle des mutations NUNAN de SHP2 sur la régulation endocrine de l'ossification endochondrale, on sait également que SHP2 a un rôle direct au niveau du cartilage. Ainsi, différents modèles d'invalidation de SHP2, donc soit des invalidations totales, soit des invalidations tissus spécifiques, sont responsables d'anomalies de la plaque de croissance et de l'os. Et en pathologie humaine, des mutations invalidantes de SHP2 sont également retrouvées dans une maladie osseuse qu'on appelle la métachondromatose. Donc tout ça, il s'agit d'invalidation de SHP2. Donc nous avons voulu voir s'il y avait un effet direct des mutants NUNAN, c'est-à-dire des mutants activateurs de SHP2, IGF-1 dépendants sur la plaque de croissance. Donc pour cela, nous avons continué à phénotyper les souris. Donc tout d'abord, nous avons réalisé des radiographies par le FACS-Citron, qui montrent qu'il n'y a pas d'anomalie osseuse constitutionnelle. Il y a une petite taille harmonieuse, sans anomalie de la structure des os. Lorsqu'on réalise des micro-CT, on voit qu'il y a une diminution de la masse osseuse, essentiellement au niveau trabéculaire des vertèbres, donc comme vous pouvez voir sur les figures, en rapport avec une diminution de la quantité et de la taille des trabécules, et qu'on a également une diminution au niveau des os longs, mais qui n'était pas significative dans notre modèle. Donc nous voulons compléter ces études de l'os de les souris NUNAN en réalisant une histomorphométrie, et là des discussions sont en cours avec M. Perruchot, donc on verra ça plus tard. Donc nous sommes, comme on s'intéressait avec la croissance, donc on a regardé la plaque de croissance de ces souris.
Donc globalement, comparé au contrôle, les souris Noonan, la structure de la plaque de croissance est normale. Donc on retrouve la structure en travée de la zone proliférative et en chondrocyte hypertrophique de la zone hypertrophique. Par contre, la plaque de croissance des souris Noonan comparée au contrôle est significativement plus petite et ceci est lié essentiellement à une diminution de la zone hypertrophique. Cette diminution de la zone hypertrophique peut être liée à plusieurs mécanismes, soit des anomalies de la prolifération ou de l'apoptose au niveau de cette zone, mais avec différents marquages et avec la technique de tunnel. Donc nous n'avons pas mis en évidence de différence de prolifération et d'apoptose entre les souris wild-type et les souris Noonan. Nous nous sommes ensuite intéressés au changement transcriptionnel, donc au cours de la différenciation chondrocytaire. Donc pour cela, nous avons utilisé un modèle de chondrocytes primaires de souris, en utilisant les cartilages costaux des souris. Nous avons mis en culture ces cellules et étudié par RT-PCR les changements transcriptionnels au début et après 7 jours de différenciation avec l'acide ascorbique. Grâce à cela, nous avons pu mettre en évidence que globalement, les facteurs transcriptionnels sont peu modifiés dans la zone proliférative. Par contre, il existe une diminution significative, donc de manière basale également après 7 jours de différenciation, en ce qui concerne les facteurs transcriptionnels impliqués dans la zone hypertrophique, et donc plutôt dans la zone préhypertrophique et la zone hypertrophique précoce. Donc, la diminution de la zone hypertrophique de la plaque de croissance pourrait être due à cette anomalie de la différenciation des chondrocytes. Donc la physiopathologie du syndrome de Noonan étant essentiellement liée à une hyperactivation de la voie RAS-MAP kinase, nous avons étudié cette hyperactivation au niveau de la plaque de croissance. Donc in vivo, dans notre modèle murin, avec un immunomarquage de la phosphorylation de ERK, un constituant de la voie RAS-MAP kinase, donc nous avons mis en évidence une hyperactivation significative de la plaque de croissance des souris Noonan par rapport au contrôle. Et nous avons également complété ça dans des modèles in vitro en utilisant les ATDC5, qui sont un modèle standard d'étude des chondrocytes, transfectés ou infectés avec les différents mutants Noonan. Et là encore, donc en réponse à l'hormone de croissance ou au FGF2, l'activation de la voie RAS-MAP kinase est significativement augmentée chez les souris Noonan par rapport au contrôle. Enfin, pour voir le rôle respectif un petit peu du déficit en IGF-1 qu'on avait mis en évidence dans la première partie et du rôle direct de SHP2, nous avons traité ces souris soit par de l'IGF-1 synthétique, soit par un inhibiteur de la voie RAS-MAP kinase et regardé un petit peu leur plaque de croissance. Et on voit que dans ces modèles, lorsqu'on traite les souris Noonan par IGF-1, donc on corrige partiellement l'anomalie de taille, le raccourcissement de la plaque de croissance, mais essentiellement en augmentant la taille de la zone proliférative, mais il n'y a pas de modification au niveau de la zone hypertrophique. Par contre, lorsqu'on utilise un inhibiteur de la voie RAS-MAP kinase, on va corriger l'anomalie de la plaque de croissance à la fois au niveau de la zone proliférative et au niveau de la zone hypertrophique. Donc tout ceci suggère que la diminution, l'anomalie de différenciation des chondrocytes est essentiellement liée à une hyperactivation de la voie RAS-MAP kinase. Est-ce que j'ai encore un peu de temps ou pas? Ouais. Bon. Donc là, alors pour voir un petit peu les perspectives de ce travail, donc idéalement, pour traiter ces enfants, on pourrait imaginer des modulateurs de la voie RAS-MAP kinase. Utiliser des molécules comme des inhibiteurs de la voie, enfin comme le U0126, donc des inhibiteurs forts de la voie RAS-MAP kinase, est pas possible chez des enfants dont le pronostic vital n'est pas en jeu. Mais par contre, il y a une étude intéressante qui a été publiée dans Nature en 2014 qui a mis en évidence un effet des inhibiteurs de l'HMG coenzyme A réductase, excusez-moi, donc également appelé statine, donc pour corriger les anomalies osseuses retrouvées dans la chondroplasie. Donc dans la chondroplasie, de manière intéressante, on retrouve également une hyperactivation de la voie RAS-MAP kinase, donc qui est beaucoup plus importante que dans le syndrome de Noonan, donc qui est liée à des mutations activatrices du gène FGFR3. Dans ce modèle, en utilisant donc un système d'IPS, donc chez des personnes qui présentaient une achondroplasie ou un anisme thanatophore, ils ont montré que les statines pouvaient corriger donc les anomalies de la différenciation des chondrocytes,
et dans un modèle murin d'achondroplasie, en traitant ces souris par statine, donc il corrigeait en partie les anomalies de taille et les anomalies d'os de ces souris. Donc les statines pourraient être un traitement modulateur de la voie Ras-MAP kinase. Donc là, des études sont actuellement en cours dans notre unité, mais nous avons traité notre modèle murin de Noonan par des statines, et nous avons montré qu'il y a une amélioration significative de la taille. Donc là, nous sommes en train de refaire donc, toutes les analyses au niveau de la plaque de croissance, donc pour voir les modifications à ce niveau. Il semble y avoir une efficacité à ce niveau. Les statines, donc toujours dans cette idée, on a vu qu'un syndrome apparenté au syndrome de Noonan, donc qui est la neurofibromatose, donc où il y a un retard des apprentissages, comme il y a également une hyperactivation de la voie Ras-MAP kinase dans ce syndrome, donc il y a eu des études cliniques, donc publiées dans Lancet en 2013, qui a traité des enfants porteurs d'une neurofibromatose par statine pour essayer de corriger le problème d'apprentissage et de comportement. Donc dans cette étude, donc malheureusement, il n'y avait pas d'efficacité clinique, donc probablement parce que les enfants étaient âgés et que sur 1 an de traitement, donc on ne pouvait pas mettre en évidence de différence. En tout cas, des études sont poursuivies sur cette thématique, mais qu'il y avait une très bonne tolérance, en tout cas du traitement par statine, chez des enfants qui n'avaient pas d'hypercholestérolémie. Donc nous avons donc déposé un PHRC donc national, donc qui a été accepté, qui devrait débuter dans les mois qui viennent, donc pour évaluer l'efficacité d'un traitement par statine sur les anomalies de la plaque de croissance et de l'os, donc chez les enfants présentant un syndrome de Noonan. Donc il s'agit d'une étude nationale, prospective, randomisée, en double aveugle, et qui va débuter dans les mois qui viennent. Donc en conclusion, donc les mutants Noonan hyperactivateurs de SHP2 sont responsables d'une anomalie de développement de la plaque de croissance en rapport avec une anomalie de la différenciation des chondrocytes. Un traitement par inhibiteur de la voie Ras-MAP kinase permet de corriger les anomalies de la croissance, mais intellectuellement permettrait de corriger aussi les autres anomalies observées dans ce syndrome. Bien sûr, d'autres études sont nécessaires pour évaluer les mécanismes moléculaires en jeu dans ces anomalies de l'ossification endochondrale. Et ensuite, donc, ces études ouvrent de nouvelles perspectives de traitement, donc surtout au niveau clinique. Donc là, nous sommes vraiment dans la recherche translationnelle, où on passe des études réalisées en laboratoire à des études cliniques au niveau national. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie toutes les personnes qui ont participé à ces recherches. Merci Thomas. Avec plaisir. Oui, la régulation de ces fonctions de différenciation et prolifération du cartilage de croissance dépendant de cette voie canonique. Thomas n'a pas développé toutes les études antérieures sur le plan moléculaire qui lient SHP2 à la régulation de GAB1 en particulier qui sont à l'origine. Bon, la question dans notre groupe, c'est celle du translationnel, donc ce qu'il a signalé à la fin. Comment on part de l'observation clinique, on va décoder des mécanismes physiopathologiques au niveau cellulaire et moléculaire, et puis on peut revenir sur des hypothèses potentielles de traitement. Donc il y a probablement des questions, j'espère en tout cas. Moi j'ai une toute petite question anecdotique, mais dans le PHRC, qu'est-ce que vous avez comme endpoint? La taille? Donc non, la taille non, parce que sur une année de traitement, donc on pense que la taille ne sera significativement différente, donc c'est surtout des marqueurs biologiques. Alors le PHRC il a été fait au départ, surtout avec notre publication sur les anomalies hormonales, donc notre critère de jugement principal est sur les taux d'IGF-1. Mais suite aux études qui ont été réalisées dans le service, donc on va aussi doser les marqueurs de croissance cartilagineuse, donc CNP et pro-CNP, et les marqueurs de remodelage osseux, ostéocalcine, phosphatase alcaline et cross-lapse. Voilà, donc les critères, les endpoints, ça sera des critères biologiques sur un an. Et après on verra si c'est efficace, si on continue ou pas. Et c'est à base moléculaire homogène, la corde des patients Noonan.
C'est juste... Alors ça c'est compliqué parce qu'on est quand même dans une maladie génétique rare. Donc en fait on a inclus tous les patients qui ont des mutations NUNAN, mais pas forcément de PTPN11, SHP2. Donc par contre on a exclu toutes les mutations bien sûr de Costello, donc type HRAS, toutes les mutations spécifiques du cardio-fascio-cutané. Après, en sachant que le PTPN11, comme ça représente la moitié des gènes, ce sera surtout lui qui sera majoritaire. Après, le mécanisme physiopathologique, finalement, quel que soit le type de mutation, il est lié à l'hyperactivation de la vorace-MAP kinase. Les statines modulent la vorace-MAP kinase, donc il n'y a pas de raison d'exclure les autres. De toute façon, enfin, voilà, après on est limité en termes de nombre de patients. Donc en gros, 60 patients de OA vont être inclus dans cette étude, 30 patients qui vont être traités par statine et 30 patients qui vont être traités par placebo, en double aveugle. Donc par contre, les léopards sont exclus. Puisque, alors ça, je ne suis pas rentré dans les détails, donc mais ce qui est étonnant, c'est que les syndromes de NUNAN, c'est des mutations activatrices de la tyrosine phosphatase SHP2, et que les syndromes l'antigène avec, NUNAN avec l'antigène multiple, c'est des mutations inactivatrices. Donc les syndromes léopards sont exclus de l'étude. Après, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais probablement qu'il y a aussi une hyperactivation de la vorace-MAP kinase dans le syndrome de léopard, mais avec une activation d'une autre voie, qui est la voie PI3 kinase AKT. Mais les mécanismes sont un petit peu différents. J'ai peut-être pas... attention, vous avez mentionné si dans votre modèle murin la mutation est induite de façon ubiquitaire ou spécifiquement au niveau du cartilage. Donc c'est un KI qui est général. Par contre, donc on va probablement, toujours en collaboration avec l'équipe américaine, pouvoir avoir accès un modèle de KI tissu spécifique, notamment au niveau du cartilage. Voilà. On a aussi un autre modèle, donc on a développé des IPS de ces patients, donc à partir de fibroblastes de patients, donc qui sont disponibles et qu'on souhaite différencier en cellules cartilagineuses, donc on est en train de travailler là-dessus, et pour aussi voir un petit peu leur phénotype et voir si le traitement par statine serait efficace aussi. Donc tout le côté fondamental, ça sera fait sur les souris, alors pour l'instant KI général et on espère KI spécifique, et sur les IPS. Et donc vous reproduisez votre aspect de la pathologie avec le KI je prends ça. Oui, donc ça a été décrit. Donc le modèle murin qu'on utilise, donc c'est celui qui a été décrit par une équipe américaine et qui reproduit l'ensemble du phénotype. Donc à la fois, alors s'il correspond à l'enfant, à la dysmorphie, donc il y a des anomalies crânio-faciales, à la cardiopathie, les sténoses pulmonaires, les scolioses et le retard statural. Donc ça a déjà été publié il y a 10 ans en fait. Donc, est-ce que vous avez fait une dose réponse pour les statines ou sinon sur quelle base vous avez choisi une dose des statines pour cette étude? Donc sur les premières études de traitement par statine de notre modèle murin, nous avons utilisé exactement le même protocole qui avait été publié dans Lancet avec l'achondroplasie. Donc on a utilisé la même molécule, donc qui était la rosuvastatine, à la même posologie, et qui montre ces différences. Donc pour l'instant on n'a pas fait de dose-réponse. Donc ça on pourra peut-être le faire dans nos modèles cellulaires. Est-ce que cette dose que vous avez choisie, cette dose représentée quand on traite un patient Après, c'est compliqué de passer de la souris, bien sûr, à l'homme. Donc, c'est-à-dire que c'est sûr que les doses utilisées dans l'article de Lancet sont beaucoup plus importantes que celles qu'on va utiliser chez l'homme. Mais chez l'homme, on a utilisé finalement les mêmes protocoles. Donc, les statines, ça a l'indication, l'AMM chez l'enfant, donc dans le traitement des hypercholestérolémies familiales. Donc, c'est pour ça aussi que ce protocole a été accepté par la NSM. Par contre, on a utilisé les mêmes posologies qui sont utilisées dans l'hypercholestérolémie. C'est les mêmes posologies aussi qui avaient été utilisées dans l'essai clinique, dans la neurofibromatose de type 1 et déficit cognitif. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est limité, on est plus limité chez l'enfant que chez la souris, forcément. Dans mon souvenir, les bisphosphonates ont la même cible moléculaire ou très voisine sur la voie de l'HMG-CoA réductase. Les statines ont un effet osseux chez les in vitro et chez les modèles murins, mais n'ont pas d'effet osseux chez l'homme. Les bisphosphonates n'ont pas d'effet métabolique lipidique chez l'homme. Est-ce que le fait d'étudier les bisphosphonates, surtout si on envisage une étude clinique humaine, ne pourrait pas être intéressant avec des études précliniques avec les bisphosphonates? C'est une bonne question.
Donc l'action, enfin la relation entre statine et biphosphonate, donc j'avoue je ne suis pas très au point là-dessus. En fait, un des mécanismes évoqués pour l'action des statines sur la voie RAS-MAPkinase, c'est des modifications donc, justement dans la chaîne, donc de la farnésylation, et donc du coup un défaut de recrutement de RAS en fait. D'accord. Donc du coup on pourrait traiter les souris par biphosphonate et vous pensez qu'il pourrait y avoir éventuellement un effet sur le... Alors, à un moment j'avais discuté avec un peu avec les gens de chez Merck qui produisent à la fois des statines et des bisphosphonates. Il m'avait dit la seule différence entre les deux, c'est que les statines sont aimantées par le foie et donc agissent sur les lipides parce qu'ils vont dans le foie et ils ne touchent pas à l'os, in vivo chez l'homme. Et les bisphosphonates sont aimantés par l'os et donc ne peuvent pas avoir action lipidique parce qu'ils ne touchent pas au foie. Voilà. Donc il faut peut-être... Ouais, mais c'est un problème de cible, effectivement. Ouais. Parce que effectivement, dans la voie du bivalonate, après c'est la prénylation des petites protéines G, on a fait l'hypothèse effectivement que ça pouvait être commun, mais bon, après la cible n'est pas la même, la concentration alors dans la plaque de croissance en particulier des biphosphonates, elle pourrait être un peu questionnable, je ne sais pas. Mais non, mais c'est vrai, c'est très intéressant. Bon, cela dit, dans l'article de Nature, ce qui est très curieux, pour l'article de Nature, ils ont cherché des molécules qui pouvaient modifier la croissance des sous-laconoplasmes, ils sont tombés sur les statines, mais ils ne discutent pas du tout, tant que je me souvienne, le mécanisme qui implique l'activation de la voie RAS-MAPkinase, ce qui est assez curieux. Mais bon, faut peut-être... c'est très intéressant. Après, intellectuellement, l'utilisation des statines est intéressante parce que les biphosphonates vont être plutôt localisés au niveau osseux, donc ça pourrait corriger la croissance. Et aussi, donc je ne vous ai pas montré là-dessus, mais on a des données cliniques qui montrent qu'il y a une atteinte aussi de la masse osseuse chez ces patients et avec une augmentation de l'ostéoclastogénèse. Par contre, ce qui est intellectuellement intéressant avec les statines, c'est qu'on espère que ça va corriger, si c'est efficace, à la fois la croissance, l'os, mais potentiellement aussi le cœur. Donc en fait, dans nos critères secondaires, on va avoir aussi l'évaluation cognitive des enfants, l'évaluation cardiaque, pour voir s'il y a aussi d'autres, si ça peut corriger les autres atteintes. Juste, je voulais savoir, pour votre modèle murin, qu'est-ce que vous avez décidé comme protocole? Vous injectez dès la naissance vos statines? Oui. Et est-ce qu'après, parce que vous n'avez pas montré de photos sur le squelette, tout ce que vous avez pu modifier, parce que ça, dans le papier Nature, il n'y a pas d'infos. Il n'y a aucune plaque de croissance, il n'y a rien du tout. Donc en fait, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc c'est vrai qu'au départ, on avait pas mal de données à la fois sur la plaque de croissance et sur l'os. Sur l'os, finalement, on sait juste, pour l'instant, les données qu'on a actuellement, c'est qu'il y a une diminution de la masse osseuse et sur des études des ostéoclastes, donc on a une augmentation des ostéoclastes. Mais toute cette partie-là, il faut qu'on la complète. Donc on veut réaliser des histomorphométries pour bien contrôler ça. Sur le... Et les injections, c'est dès la naissance, en fait. Donc les injections sont dès la naissance. Donc ce qu'on a fait aussi pour l'IGF-1 et pour les inhibiteurs de la voie RAS-MAPkinase. Les inhibiteurs étaient même donnés chez la maman, je ne sais pas comment on dit, la mère gestante, en fait. Donc chez la maman, et ça passe dans le lait. Mais chez les IGF-1, c'était les souriceaux, et les statines, ça a été chez les souriceaux aussi. Je ne me rappelle plus la question sur l'os. Oui, c'est ça. Donc en fait, nous, on s'est intéressé on a focalisé pour l'instant sur la plaque de croissance parce que ce qui nous intéressait, c'était l'atteinte sur le retard statural, donc l'atteinte de la croissance. Mais également, il y a probablement beaucoup de choses à développer aussi au niveau sur l'os de ces patients. Donc on sait qu'il y a une diminution de la masse osseuse. On ne sait pas tout à fait encore les mécanismes, on ne sait pas encore le retentissement. Et les MAPkinases, vous les voyez que dans la zone hypertrophique, vous ne voyez pas du tout dans la zone proliférative, c'est ce que vous avez montré. Alors, on voit essentiellement au niveau de la zone hypertrophique. Ouais. Donc ça a été... oui. Moi, j'ai une question de néophyte, parce que je ne connais pas du tout le syndrome de Noël. Et la question, en fait, c'est chez l'enfant, chez le patient, comment évolue la plaque de croissance au cours du développement? Est-ce qu'elle se suture plus vite? Parce que la différence entre une souris et l'homme, c'est que la plaque de croissance, en fait, va disparaître chez l'homme, va rester chez la souris. Voilà, c'est juste pour savoir, vu que vous touchez sur la zone, la différenciation des cellules, est-ce qu'il y a une disparition plus rapide ou une dynamique de la plaque de croissance chez le patient?
La plaque de croissance chez l'enfant, donc il y a une maturation tout au cours de l'enfance et notamment au moment de la puberté. Et à la fin de la puberté, donc la plaque de croissance est complètement fusionnée, donc contrairement à la souris où ça dure toute la vie, enfin plus longtemps. Après, dans ce qui est classique dans le syndrome de Noonan, c'est qu'il y a plutôt un retard de maturation habituellement. Donc nous on évalue ça sur l'âge osseux des enfants et habituellement il y a un retard de maturation d'environ 2 ans chez ces patients. Donc c'est-à-dire c'est des patients qui grandissent plus longtemps. Donc il y a une fermeture à un moment, mais qui est plutôt retardée, qui fait partie de la maladie. Et vous avez ce retard chez la souris? Et on a ce retard chez la souris, ça on l'a pas étudié, en tant que tel. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, ça on n'a pas regardé. Ça c'est un bon critère. Ouais, ça serait intéressant. Bon, c'est bien, j'ai plein d'idées sur la biphosphonate, sur j'ai bien fait de venir. C'est le but. Mais si on revient sur la localisation des MAP kinases parce que bon, faire le parallèle entre achondroplasie ou hypochondroplasie peut-être et syndrome de Noonan, bon, anomalie plus modeste de la plaque de croissance mais quand même impact sur la croissance. Comment on peut considérer justement la localisation de MAP kinases, bon là, qui sont plutôt en processus de différenciation et pas en prolifération finalement. Le MAP kinase c'est plutôt la prolifération habituellement, mais la cartilage de croissance c'est toujours un peu particulier. Et on n'a pas les mêmes non plus manifestations histologiques entre les deux maladies. Mais alors là, ce que vous n'avez pas fait, c'est par exemple d'injecter un BNDU, tout simplement pour vérifier votre prolifération. J'ai pas vu ça. Non, on l'a fait, donc non, ça marche pas ça. Si, aussi. Donc la prolifération, on l'a fait juste avec des anticorps anti-PCNA, donc par immunohistochimie. Parce que PCNA, c'est pas toujours un bon marqueur. D'accord. Alors donc il y a ce côté marquage et après il y a côté plaque de croissance où on voit, donc ça c'est les données que je vous ai montrées, c'est qu'on a une diminution significative de la taille de la plaque de croissance mais qui est très significative pour la zone hypertrophique et moins sur la zone proliférative. Parce que c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a une diminution de la zone hypertrophique si on n'a pas de zone proliférative avant. Mais ce qui n'est pas vrai, dans notre modèle, c'est surtout marqué au niveau de la zone hypertrophique et moins au niveau de la zone proliférative. Oui, c'est juste un petit commentaire par rapport à ce qui a été dit avant. En fait, je pense que le rôle des MAP kinases sur la prolifération, il n'est pas si clair que ça. Et je suis assez d'accord en fait qu'ils agissent plus au niveau de la différenciation. Donc c'est vraiment des choses qui commencent à émerger. Donc nous on avait généré en fait une souris knock-in avec un KRAS activé dans le tissu osseux et on n'observait pas non plus une hyperprolifération ou une démodulation de la prolifération des ostéoblastes. C'est très dépendant du modèle. Oui, quelquefois, on a souvent même PI3 kinase, MAP kinase qui sont impliqués dans cette différenciation à différents moments. C'est ce que j'allais dire aussi. Parce qu'il me semble avoir lu dans la chondroplasie que finalement l'anomalie de différenciation des chondrocytes dans la chondroplasie essentiellement elle est liée à la voie RAS-MAP kinase, alors que l'anomalie de prolifération des chondrocytes dans la chondroplasie c'est lié à la voie PI3. Voilà. JAK-STAT, voilà, c'est ça. Donc ce qui irait bien avec notre modèle où finalement la voie RAS-MAP kinase est la zone hypertrophique.